Bonjour à tous. En cette année 2018, année anniversaire du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, je vous propose un nouveau numéro documentaire dans lequel nous allons retracer pas à pas l'expérience des combattants, mais aussi des civils, dans ce conflit qui a ébranlé l'Europe et le monde. Pour cela, nous avons décidé de poser nos caméras en Picardie, au lieu de mémoire de la guerre 14-18. Cette région a vu des hommes de 42 nationalités différentes combattre et mourir. Des femmes et des enfants participer pleinement à l'effort de guerre. Des anciens reprendre leur rôle central dans la sphère familiale. En bref, chaque homme, chaque femme et chaque enfant a subi un véritable traumatisme marquant à jamais leur histoire et leur mémoire. Mais la Picardie est aussi une terre qui a été profondément meurtrie en grande partie par l'usage d'armes modernes. Mais avant de nous plonger au cœur de ce conflit mondial, je vous invite à revenir un instant sur les principales causes qui ont abouti aux déclarations de guerre successives entre les belligérants. Le 19e siècle apparaît comme le siècle du nationalisme, c'est-à-dire de ce sentiment partagé par des femmes et des hommes de former une entité ayant des valeurs communes. Ainsi, les nations se structurent et chacune d'entre elles souhaite montrer son unité, sa grandeur et sa force nouvelle dans le concert des nations. C'est particulièrement le cas en Europe avec la création d'un État italien, grec ou encore allemand. Très vite, les principales nations européennes s'associent dans de vastes systèmes d'alliances. Dès 1879, le chancelier allemand Bismarck, conscient de l'hostilité française depuis l'annexion de l'Alsace-Moselle, se rapproche de l'Autriche-Hongrie. En 1881, l'Italie demande son intégration dans l'association germano-autrichienne en opposition à la France qui a pris pied en Tunisie, territoire que l'Italie revendique. Le 20 mai, un accord tripartite voit donc le jour, créant ainsi la Triple Alliance. Quant à la France, elle sort de son isolement diplomatique en s'alliant officiellement à la Russie en 1893. Elle acte ainsi l'importance de l'allié russe sur les plans démographiques et stratégiques en cas de nouveau conflit. Après la crise de Fashoda de 1898 et le règlement des différends coloniaux entre la France et l'Angleterre, les deux pays renouvellent leur entente cordiale. En 1907, c'est au tour des Anglais et des Russes de s'allier, ainsi naît la Triple Entente. Il ne faut pas oublier dans les causes de cette guerre l'idée de revanche qui mûrait depuis la défaite française contre la Prusse en 1870 et la perte de l'Alsace-Moselle. Il ne s'agit pas tant de mener une guerre afin de reprendre les territoires perdus que de laver l'honneur de la France. Cette idée revancharde est enseignée en France dès le plus jeune âge dans les écoles de la République, véritable instrument d'un patriotisme exacerbé. Pour preuve, les écoliers français se doivent avoir dans leur besace le livre d'Augustine Fouillé, Le Tour de la France par deux enfants. Dans cet ouvrage, deux jeunes enfants lorrains promettent à leur père sur son lit de mort de retrouver leur oncle. Orphelins, ils reviennent en France clandestinement, laissant derrière eux leur région, alors aux mains des Allemands, et parcourent la France en découvrant les beautés de ce pays. Ce qui semble être au premier abord un manuel de géographie romancée a aussi et surtout des visées républicaines nationalistes et civiques. Ajoutons à cela le développement des bataillons scolaires qui ont pour objectif d'initier les élèves à la pratique militaire dans les écoles de la République. Ces fusils présents dans cette salle de classe l'illustrent bien. Mais l'événement déclencheur de cette Première Guerre mondiale, événement connu de tous, c'est bien l'attentat de l'archiduc autrichien François Ferdinand à Sarajevo le 28 juin 1914. Ce jour-là, le couple héritier de l'Empire austro-hongrois se trouve à Sarajevo en qualité d'inspecteur général des forces militaires, puisque cette ville, comme l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine, a été annexée par Vienne depuis 1908. Un groupe nationaliste serbe, nommé la Main Noire, souhaite profiter de cette visite pour montrer à l'Autriche-Hongrie que l'annexion de leur territoire n'est pas acquise et que la formation d'un grand État serbe réuni sous l'autorité de Belgrade est possible. C'est ainsi qu'un jeune nationaliste serbe de Bosnie, Gavrilo Princip, passe à l'action. Il profite d'un moment de confusion dans le cortège de l'archiduc pour s'approcher de celui-ci et tirer sur le couple héritier. La duchesse meurt sur le coup, tandis que François Ferdinand succombe 10 minutes plus tard. À partir de ce moment, la situation se tend radicalement et définitivement en Europe. L'Autriche-Hongrie, soutenue par l'Allemagne, adresse à la Serbie un ultimatum qui est repoussé par le gouvernement de Belgrade. Face à cette provocation, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie
le 28 juillet 1914. Par le jeu des alliances, la Serbie, soutenue par la Russie, appelle à la mobilisation générale, ce qui conduit l'Allemagne à déclarer la guerre à la Russie le 1er août, soutenant ainsi son allié autrichien. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France, qui a mobilisé ses troupes pour soutenir son allié russe. Le lendemain, la Grande-Bretagne entre dans le conflit à son tour, en réponse à la violation de la neutralité de la Belgique par l'Allemagne. La France et l'Allemagne mettent en place des stratégies militaires bien distinctes. En effet, de son côté, la France, avec son plan 17, souhaite récupérer dans un premier temps l'Alsace et la Moselle, provinces qu'elle avait perdues lors de la guerre de 1870. L'Allemagne, quant à elle, met en application dès le début de la guerre le plan Schlieffen, qui consiste à contourner et à prendre à revers les armées françaises par la Belgique et le Luxembourg. Les premiers mois de guerre sont les plus meurtriers. Les charges de la cavalerie et de l'infanterie sont incessantes. Sur le front ouest, dès août 1914, la situation se complique pour les Alliés puisque le nord de la France est envahi par l'armée allemande. Le gouvernement français est même obligé de quitter Paris, un temps menacé par des tirs d'obus, pour rejoindre la ville de Bordeaux. Il faut attendre la bataille de la Marne du 5 au 12 septembre 1914 pour que les armées françaises et britanniques stoppent l'avancée allemande. Cette bataille donne lieu à un célèbre épisode, celui des taxis de la Marne. Le 6 septembre, face à l'urgence de la situation, le général français Gallieni réquisitionne 600 taxis pour transporter près de 5000 hommes sur le front. Dans la foulée, d'octobre à novembre 1914, une série d'offensives confuses de la part des deux camps stabilise progressivement le front, de l'Alsace à la mer du Nord. Ce nouvel épisode de la guerre à l'ouest prend le nom de course à la mer. À l'est, c'est un coup de tonnerre qui s'abat sur la Triple Entente. En effet, l'armée russe, surnommée le rouleau compresseur, essuie de nombreux revers face aux Allemands, symbolisés par la défaite de Tannenberg. Progressivement, la guerre de mouvement se termine par la stabilisation des deux fronts à la fin de l'année 1914. Cela marque ainsi la fin de l'espoir d'une guerre courte. Alors, ce qu'on appelle la guerre de mouvement se termine en septembre 1914 à la bataille de la Marne. À ce moment-là, les Allemands comprennent qu'ils ne pourront pas aller jusqu'à Paris et donc ils décident de s'enterrer à l'endroit où ils sont pour marquer leur position et pour marquer dans le sol la conquête du territoire français qu'ils ont faite donc depuis la Belgique jusqu'à pratiquement les portes de Paris. Alors les tranchées, on imagine souvent ça comme des lignes parallèles qui se feraient face. En fait, pas du tout. Les tranchées, ce sont des espèces de zigzags qui marquent le sol. Pourquoi zigzag ? Parce que pour éviter que l'ennemi arrive avec sa mitrailleuse et tire dans l'ensemble de la tranchée et dégomme tout le monde, donc il faut des coins pour se protéger en cas d'attaque. C'est surtout sur le front de l'Ouest qu'on en trouve le plus et de façon le plus élaborée, mais il y en aura aussi à l'Est, qui vont durer moins longtemps parce qu'à l'Est, ça bouge davantage. Il y en a aussi sur le front italien et il y en a sur le front d'Orient. Donc vraiment, les tranchées sont partout parce que cette Première Guerre mondiale, c'est une guerre qui va devenir très rapidement défensive. Les batailles de tranchées les plus emblématiques ont lieu en 1916 à Verdun, à partir du mois de février 1916, et sur la Somme à partir du 1er juillet 1916. Alors la bataille de la Somme, pour moi, c'est la bataille emblématique de la Première Guerre mondiale parce que, contrairement à Verdun, qui est une bataille franco-allemande, c'est une bataille mondiale dans la mesure où il y a les Français et les Allemands, bien sûr, mais il y a aussi les Anglais, et les Anglais, ça veut dire tout leur empire. C'est-à-dire que dans ces troupes, il y a des Anglais, il y a des Gallois, et notamment les mineurs gallois qui vont creuser des tunnels pour poser des mines. Il y a des Écossais qui combattent en kilt et qui sont terrifiants pour les Allemands qui les appellent les femmes de l'enfer, parce qu'ils voilà, ils sont en kilt. Il y a aussi des Canadiens, des Néo-Zélandais, des Sud-Africains, des Indiens, qui arrivent donc de tout l'Empire pour défendre le mode de vie britannique, ce qu'ils appellent la civilisation à l'anglo-saxonne, de ce qu'ils perçoivent comme des barbares allemands. Et il faut imaginer, cette bataille de la Somme, c'est quand même 4 millions de soldats
pendant 6 mois dans la Somme, donc dans les villages de la Somme. Il y a des villes comme Albert ou comme Corbie qui deviennent des villes anglaises où il y a des salons de thé partout et la population se plaint d'ailleurs qu'il n'y a plus de bars, il n'y a plus de boulangerie, il y a des salons de thé parce que les officiers britanniques cherchent ça. C'est la découverte du sport à la britannique, du football, du rugby, de tout ce mode de vie qui imprègne la région. 1917 marque un bouleversement. En effet, 2 révolutions sont menées en Russie, renversant le pouvoir en place et contraignant la Russie à sortir de la guerre et à rompre son alliance avec les Français et les Anglais. Les Russes en viennent alors à signer un traité de paix avec l'Allemagne le 3 mars 1918. L'équilibre des forces est pendant un temps rompu puisque les soldats allemands de l'Est peuvent progressivement rejoindre le front de l'Ouest. Mais c'est sans compter sur l'arrivée des Américains. En avril 1917, les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne après de nombreux accrochages diplomatiques et une opinion publique américaine de plus en plus favorable à leur entrée en guerre. Le 13 juin 1917, le général Pershing et quelques centaines de militaires américains débarquent à Boulogne-sur-Mer dans une grande ferveur populaire. 1918 marque le retour d'une guerre de mouvement. En mars, les Allemands lancent une grande offensive sur une ligne allant de Dixmude en Belgique à Reims en Champagne-Ardenne. À la fin du mois de mai, les Allemands finissent par être stoppés à moins de 100 km de Paris, grâce notamment à la fougue des soldats américains qui participent à leur premier combat. Dans la foulée, Foch, le commandant en chef des forces alliées, lance une impressionnante contre-offensive interalliée composée de Canadiens, d'Américains, d'Australiens, d'Anglais et de Français et enfonce définitivement les lignes ennemies en août 1918. Acculés, les Allemands, les Autrichiens et les Ottomans finissent par demander l'armistice. C'est sur cette voie ferrée, aménagée durant la guerre dans l'épaisse forêt de Compiègne, que les représentants allemands sont reçus par le maréchal Foch à bord de son train spécial. Cet endroit reculé, proche de Paris, est choisi par Foch dans le but d'être suffisamment éloigné des regards afin d'éviter d'humilier la délégation allemande. C'est dans ce type de wagon, aménagé et décoré avec le mobilier d'époque, l'original ayant été brûlé par les nazis en 1945, que l'armistice est signé dans la nuit du 10 novembre 1918. Il entre en vigueur dès le lendemain à 11 heures précises. Observez sur cette table des étiquettes indiquant la disposition des représentants qui ont participé à cette signature. Néanmoins, ce n'est que le 28 juin 1919 que le traité de paix mettant fin officiellement à la guerre est ratifié à Versailles. Les conditions de défaite imposées aux Allemands sont très dures. Perte de territoire, remboursement de sommes considérables, renoncement à l'empire colonial, désarmement. Hitler se servira d'ailleurs de ce traité de paix, qualifié de diktat par les Allemands dès 1919, pour stimuler l'idée revancharde de son peuple. Cette guerre 14-18 a blessé, tué et détruit en masse, en cause notamment un armement toujours plus perfectionné. En effet, durant le conflit, une course à la technologie militaire s'est engagée dans chaque camp, chaque amélioration ou innovation en appelant une autre. La guerre, en 1914, débute par un armement dit classique, à savoir des armes qui ont déjà prouvé leur efficacité au cours du XIXe siècle. Les Français utilisent le célèbre fusil Lebel de 1886, doté d'une épée baïonnette communément appelée Rosalie, si indispensable lors des combats au corps à corps. Le canon de 75, déjà ancien, fait également partie des indispensables de l'armée française. Les Allemands utilisent quant à eux le célèbre fusil Mauser de 1898. Au cours du conflit, l'armement se perfectionne, créant ainsi des conditions de terreur. Les gaz toxiques en sont les plus emblématiques. Ce sont les Allemands qui utilisent pour la première fois à grande échelle ces gaz mortels au cours de la deuxième bataille d'Ypres, le 22 avril 1915. L'un des plus célèbres reste le gaz moutarde, provoquant des brûlures atroces. Quant aux véhicules blindés, ils sont l'un des moyens adoptés en premier par les Britanniques pour leur permettre de traverser le No Man's Land. C'est en septembre 1916, lors de la bataille de la Somme, qu'ils utilisent pour la première fois un tank afin de franchir les réseaux de tranchées et de barbelés ennemis. Le célèbre char français Renault FT n'est quant à lui utilisé qu'en 1918
lors des derniers mois de la guerre. Les avions sont également utilisés durant ce conflit, mais nous sommes bien loin des images que nous avons des raids aériens de la Seconde Guerre mondiale, car les avions sont utilisés globalement pour des missions de reconnaissance. L'artillerie se perfectionne également. Très vite, les canons doivent s'adapter aux différentes situations de guerre. On utilise du côté français, dans les batailles de tranchées, le crapouillot. Les Allemands recourent régulièrement à la célèbre Grosse Bertha pour les bombardements de villes. La Première Guerre mondiale est aussi une guerre navale, que ce soit par les combats de cuirassés ou par les terribles attaques de sous-marins. Les deux camps se rendent également coup pour coup lors des batailles de mines. En novembre 1914, les Français commencent à creuser des galeries sous les tranchées allemandes. Ces travaux sont effectués par les compagnies du génie et avaient pour but dans un premier temps d'écouter les activités de l'ennemi. Mais en 1915, on pense ces galeries autrement en introduisant des mines pour faire exploser les tranchées allemandes, créant ainsi de véritables cratères. Le trou de mine de la Boisselle en est le symbole le plus marquant dans la Somme. Il doit son existence à des mineurs gallois qui ont déposé plus de 27 tonnes d'explosifs pour marquer le début de la bataille de la Somme en juillet 1916. On dit que la terre se serait élevée jusqu'à 1300 mètres, formant un entonnoir de 100 mètres de diamètre et de 30 mètres de profondeur. Les soldats français, présents sur le front, sont passés par une multitude d'états d'esprit au gré des évolutions de la guerre. Dans un premier temps, en 1914, au déclenchement du conflit, les soldats sont animés par un certain enthousiasme à l'idée de partir au combat contre les Allemands. L'expression « la fleur au fusil » l'illustre parfaitement. Même si cela peut paraître étonnant de partir enthousiaste à la guerre, des raisons l'expliquent. Les soldats français pensaient que cette guerre serait courte et surtout qu'elle était juste, portés par l'espoir de récupérer les provinces perdues et de combattre un ennemi qui avait toujours été présenté comme tel. L'Union sacrée a aussi contribué à l'enthousiasme des Français, pourtant divisés par la politique, les inégalités sociales et les différences religieuses. Ces divisions ont donc su s'apaiser par le rassemblement général derrière la patrie en guerre, symbolisée par l'union déclarée au moment des funérailles de Jean Jaurès en 1914. Ensuite, dans un deuxième temps, l'enthousiasme laisse place à la résignation. En effet, après l'invasion du nord de la France et les premiers mois de combat de la guerre de position, les combattants changent radicalement d'état d'esprit. Le site de Beaumont-Hamel, où nous nous trouvons, rend particulièrement compte de ce qu'étaient ces batailles de tranchées dont il a conservé les stigmates. À l'époque, les assauts sont réguliers et d'une violence inouïe. L'absence de confort élémentaire, ajoutée au froid, à la boue, aux rats, au manque de nourriture, entache considérablement le moral des troupes. Ces dernières tiennent d'ailleurs grâce au tabac, à la goutte et au vin que l'état-major fait volontiers circuler. Les périodes de repos deviennent de plus en plus rares, à l'image des permissions accordées aux soldats, progressivement limitées. Les poilus s'occupent en écrivant des lettres à leurs proches. L'ensemble de ces courriers sont ouverts, lus et pour la plupart censurés si des informations importantes ou des sentiments négatifs y étaient décrits. Les poilus s'adonnent aussi à l'artisanat de tranchées. Ils fabriquent des objets constitués de matériaux récupérés sur le champ de bataille. Ces objets sont d'une grande diversité, des bijoux, des jouets et même des armes blanches, qui symbolisent à eux seuls la brutalisation des hommes. Enfin, les échecs se succédant, les morts s'accumulant, les ordres militaires étant de plus en plus contradictoires, la lassitude finit par gagner les combattants. En avril 1917, à la suite de l'échec de la bataille du Chemin des Dames, d'importantes mutineries éclatent. Cette bataille avait suscité un grand espoir chez les Alliés dans le but de percer définitivement le verrou allemand. À cela s'ajoute le manque de permissions, les conditions de vie effroyables dans les tranchées, les rumeurs venant de l'arrière concernant la répression des grèves dans les usines. Ainsi, les combattants, par petits groupes, refusent de monter à l'assaut. Les lettres écrites en 1917 par les poilus attestent de cette situation dramatique. C'est le général Pétain, successeur de Nivelle à la tête des opérations, qui est appelé pour régler ces mutineries. Il y met un terme à l'été 1917 par des mesures répressives, dont quelques condamnations à mort, mais aussi et surtout par l'arrêt des attaques inutiles et l'amélioration du quotidien des poilus.
L'Arrière, qui est un territoire où se trouvent l'ensemble des populations en dehors des zones d'opération militaire, a également joué un rôle primordial à bien des égards durant cette guerre. Il est un soutien moral, car les familles des soldats leur envoient des cartes postales, des lettres et des colis. L'Arrière est également mobilisé dans l'effort financier. En effet, les populations sont appelées à régulièrement verser de l'or au gouvernement pour les poilus au front. Des campagnes de mobilisation à coups d'affiches sont régulièrement organisées en ce sens sur l'ensemble du territoire français. S'il est bien un rôle essentiel joué par l'Arrière, c'est sa mobilisation pour continuer à faire tourner le pays en appelant notamment les femmes à remplacer les hommes dans les usines et pour les travaux agricoles. En effet, la très grande majorité étant au front, en dehors des enfants et des anciens restants, ce sont les femmes qui doivent se mobiliser afin de continuer à faire fonctionner l'appareil industriel de la France. Appareil industriel qui est d'ailleurs essentiellement tourné vers la fabrication de matériel militaire. Le symbole de cette mobilisation féminine sont les munitionnettes qui travaillent dans des conditions difficiles et dangereuses dans les usines d'armement. D'ailleurs, les gouvernements français et allemands comprennent assez rapidement que la guerre se gagnera en partie grâce à l'élaboration et à la fabrication en masse de matériel militaire destructeur. C'est dans cette optique que Paris rappelle près de 740 000 ouvriers soldats du front afin de retourner travailler dans les usines. L'Arrière a fait preuve d'un courage et d'une détermination sans faille malgré les difficultés quotidiennes. Un véritable bourrage de crâne est organisé par les différents gouvernements. Il repose sur la censure, à la fois des courriers pessimistes venant du front, mais également sur la sélection des informations publiées dans les journaux. Il s'agit de ne pas démoraliser l'Arrière. Nous voici à Amiens, capitale picarde par excellence qui a joué un rôle essentiel durant la guerre puisqu'elle a été un haut lieu stratégique. Après avoir connu l'occupation allemande pendant quelques jours en septembre 1914, la ville picarde devient un lieu d'effervescence où se côtoie une grande diversité de nationalités. Les cafés et les hôtels sont remplis de monde, les journalistes s'y rendent pour interroger les chefs d'état-major, les camps militaires d'entraînement s'y développent et la prostitution y devient une économie parallèle très importante en raison du nombre élevé de militaires en stationnement. En effet, véritable centre névralgique du transport ferroviaire entre le front et le reste de la France, Amiens se transforme en une impressionnante plaque tournante logistique où sont envoyées les armes et les munitions. Dans la gare se mêlent à la fois les nouvelles recrues, les combattants revenant du front ou en partance pour une permission, mais également les blessés évacués vers l'arrière. La vie est également très dure pour les populations occupées par les Allemands, celles de Belgique et du nord de la France. La Picardie est au cœur de cette occupation allemande. En effet, 55% du territoire de l'Aisne, 16% du territoire de la Somme et 5% du territoire de l'Oise sont occupés et soumis aux exigences des occupants. Les Allemands imposent leurs lois aux populations civiles. La vente de certaines denrées est interdite, un couvre-feu est instauré le soir, les Allemands réquisitionnent les champs et les usines de ces territoires afin d'y faire travailler de force les populations civiles. Ceux qui refusent sont punis lourdement. Les habitants sont également contraints de loger les occupants. Des témoignages font également état de viols, de prises d'otages et d'exécutions. La Première Guerre mondiale est un conflit qui a mobilisé de manière très différente l'ensemble des nations du monde. Si l'Europe apparaît comme le principal théâtre des combats, il n'en reste pas moins que d'autres territoires sont touchés par ce conflit. En effet, dès novembre 1914, au large du Chili dans l'océan Pacifique, une bataille navale éclate entre les forces anglaises et les forces allemandes. Elle porte le nom de bataille de Coronel. Aussi, la bataille des Dardanelles de 1915 à 1916 dans les terres arides de l'actuelle Turquie est un autre exemple de l'internationalisation du conflit. Les soldats australiens, venus prêter main forte aux Français et aux Anglais contre les Ottomans, s'y sont d'ailleurs particulièrement distingués durant la célèbre bataille de Gallipoli. Les Australiens n'hésitent pas à se déplacer avec un grand nombre de leurs mascottes, les kangourous, afin de les placer dans les hôpitaux de campagne pour aider à remonter le moral des soldats blessés. L'Afrique, comme l'Asie, sont deux continents particulièrement touchés par la guerre puisqu'ils sont composés majoritairement de pays colonisés par les puissances occidentales en guerre les unes contre les autres.
Ainsi, des batailles s'y déroulent et de nombreux soldats indigènes sont envoyés en Europe sur les théâtres d'opérations militaires. Pensons par exemple aux tirailleurs sénégalais qui se couvrent de gloire lors de la prise du fort de Douaumont en octobre 1916 près de Verdun. Des travailleurs indigènes sont aussi employés dans les usines d'armement en Europe ou dans les terres à l'écart des combats. De nombreuses ressources, en particulier des matières premières, partent également des colonies à destination des métropoles pour participer à l'effort de guerre. De cette façon, on comprend mieux pourquoi la plupart des pays du globe sont sensibilisés et impliqués aujourd'hui lors des commémorations de la Première Guerre mondiale. Les conséquences et les stigmates laissés par cette guerre ont marqué des générations entières d'hommes. Le bilan humain est terrifiant. Les pertes journalières illustrent à elles seules l'horreur de cette guerre. On compte en effet 900 morts par jour en moyenne du côté français et 1300 du côté allemand. En tout, ce sont près de 65 millions d'hommes qui ont été mobilisés durant ces 4 années de conflit. 9 millions sont morts au champ de bataille et 20 millions en ressortent blessés. La France perd près d'1,5 million d'hommes, laissant ainsi derrière eux de nombreuses veuves et des milliers d'orphelins. Près de 3,5 millions d'hommes reviennent blessés et parmi eux figurent les gueules cassées. Ces défigurés de guerre, comme les mutilés, se sentent totalement démunis et laissés pour compte par les autorités publiques de l'époque. Beaucoup finissent par mendier dans la rue, ne pouvant plus trouver de travail dans les fermes ou dans les entreprises qui voient leur cadence s'accélérer nettement dans un pays en reconstruction. Ces gueules cassées représentent donc non seulement le traumatisme du pendant, mais aussi de l'après-guerre. Ces défigurés et invalides, visibles au quotidien, font ressurgir les souvenirs cauchemardesques de chacun. De même, des régions entières sortent du conflit détruites. Le nord de la France est dévasté au sortir de la guerre. Pensons aux villes de Verdun, Reims, Arras, minées par les combats d'infanterie et par les bombardements d'obus. Le nord-est de la France, véritable cœur économique du pays grâce à ses régions agricoles, minières et industrielles, est ébranlé. Ce qui n'est pas sans conséquences directes pour la reconstruction d'un pays. En Picardie s'ouvre une longue période de reconstruction qui ne s'achèvera qu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Des communes sont détruites à près de 80%, à l'image de la ville d'Albert. Certains villages, totalement anéantis, ne seront d'ailleurs jamais reconstruits. Ils sont au nombre de 446 dans la région. Les années 20 voient le plein essor de l'art déco en Picardie, l'un des principaux styles architecturaux de la reconstruction. Plus qu'un mouvement artistique, c'est un état d'esprit qui mêle à la fois excentricité par ses couleurs vives et sophistication par ses formes géométriques. L'art déco touche autant des habitations de particuliers, des mairies, des écoles et même des édifices religieux. L'exemple le plus emblématique est celui de la basilique d'Albert en Picardie. Le traumatisme psychologique, né de 14-18, est aussi visible dans les œuvres d'art de l'après-guerre, dans des courants comme le surréalisme, le cubisme et le dadaïsme, comble du non-sens absolu, né de l'incompréhension des sociétés humaines face aux horreurs de guerre. À l'aube de la paix retrouvée en Europe, de nombreux monuments aux morts sont élevés dans chaque ville et chaque village de France. Dès 1919, le gouvernement français prend la décision de construire à la hâte des cimetières militaires provisoires. Progressivement, des lieux de mémoire voient le jour et on élève ainsi des nécropoles militaires dédiées aux soldats de différentes nationalités qui ont combattu en Picardie. Au total, aujourd'hui, on recense près de 650 mémoriaux ou cimetières britanniques, 65 nécropoles françaises, 44 allemandes, 3 américaines sur ce même territoire picard. Sans compter, bien évidemment, les carrés militaires dans les cimetières communaux. Parmi les mémoriaux picards les plus impressionnants, nous retrouvons celui de Thiepval dédié aux Français et aux Britanniques. C'est au début des années 30 qu'un cimetière franco-britannique est érigé au pied du mémorial où reposent les corps de 600 combattants. Il est reconnaissable par son important arc de triomphe de 45 mètres de hauteur.
Sont gravés sur ces 16 piliers les noms des 72 205 soldats britanniques ou nord-africains morts sans que l'on ait retrouvé leur corps. N'oublions pas également de mentionner la présence de cimetières militaires allemands en terre picarde, comme celui de Mesmy dans le département de l'Aisne. C'est le deuxième plus important cimetière militaire allemand de France pour le nombre de corps inhumés, près de 16 000 dans des tombes individuelles matérialisées par des croix en pierre et 15 000 répartis dans 2 ossuaires. Le 11 novembre reste le jour où les commémorations de la Première Guerre mondiale prennent tout leur sens. Tout commence avec une loi votée à l'unanimité par le Parlement français autorisant le transfert de la dépouille d'un soldat inconnu le 11 novembre 1920 dans une chapelle ardente sous l'Arc de Triomphe à Paris pour représenter tous les soldats tués au cours du conflit mondial. Le 28 janvier 1921, lors d'une cérémonie, ce soldat est inhumé sous le monument parisien dans une tombe. Depuis, chaque année, des défilés et des commémorations sont organisés partout en France. Aujourd'hui, les commémorations s'accompagnent d'un travail de mémoire particulièrement visible par les différents historios qui ont ouvert leurs portes, comme celui de Péronne en 1992 ou encore celui de Meaux en 2011. Sans oublier les élèves de primaire, les collégiens, les lycéens qui travaillent et se mobilisent chaque année avec leurs professeurs pour rendre hommage aux combattants et aux civils tués lors de cette Première Guerre mondiale.